C'était par une soirée d'octobre, alors que les lampadaires de la ville jetaient leur lumière blafarde sur les trottoirs humides, que M. Édouard Lavallière, homme dont la fortune se comptait en millions et dont le nom résonnait dans les salons les plus huppés de Paris, se trouvait à contempler depuis la fenêtre de son bureau situé au dernier étage d'un immeuble cossu du 16e arrondissement, cette métropole qui s'étendait à ses pieds comme un empire soumis. Il avait 42 ans, possédait 3 résidences dans la capitale, 2 villas sur la Côte d'Azur, un portefeuille d'investissement qui faisait pâlir d'envie ses pairs, et pourtant, en ce moment précis, tandis que ses doigts tambourinaient contre la vitre froide, il ressentait au fond de son âme ce vide étrange, cette absence de saveur qui caractérise l'existence de ceux qui ont tout obtenu sans jamais rien désirer véritablement. Son regard se porta machinalement vers la rue en contrebas, où la vie ordinaire suivait son cours imperturbable, où les gens se hâtaient vers leur destination, portant sur leurs épaules le poids de leurs soucis quotidiens. Et c'est alors qu'il aperçut une silhouette qu'il reconnut instantanément, malgré la distance et la pénombre qui commençaient à s'installer. C'était mademoiselle Claire Dufresne, sa servante, celle qui depuis 3 années accomplissait avec une discrétion exemplaire les tâches domestiques dans sa demeure principale, celle qui préparait son café chaque matin à 7 heures précises, qui rangeait ses affaires avec un soin méticuleux, qui veillait au bon ordre de sa maison sans jamais réclamer la moindre reconnaissance, sans jamais élever la voix, sans jamais manifester autre chose qu'une politesse froide et une efficacité irréprochable. Elle marchait d'un pas rapide, presque précipité, emmitouflée dans un manteau gris qui avait connu des jours meilleurs, serrant contre elle un sac à main usé, et quelque chose dans son allure, dans la manière dont elle baissait la tête comme pour se protéger du vent ou peut-être du regard des autres, éveilla en lui une curiosité qu'il ne s'expliquait pas. Où pouvait-elle bien se rendre ainsi, à cette heure où son service s'était achevé depuis déjà 1 heure? Pourquoi cette hâte, cette tension visible dans chacun de ses mouvements? Monsieur Lavallière n'était pas homme à s'intéresser à la vie privée de ses employés. Il les considérait comme des rouages nécessaires au fonctionnement de son existence, des présences utiles mais interchangeables. Et pourtant, ce soir-là, mu par une impulsion qu'il jugea lui-même absurde, il quitta son bureau, enfila son manteau de cachemire et descendit dans la rue pour la suivre. Il maintint une distance respectable, se fondant dans la foule des passants, observant cette jeune femme qui ne devait guère avoir plus de 28 ans et dont il réalisait soudain qu'il ne savait presque rien, sinon qu'elle accomplissait son travail avec une conscience professionnelle qui ne se démentait jamais. Elle emprunta plusieurs rues, traversa un boulevard encombré par la circulation du soir et finit par pénétrer dans un café modeste, l'un de ces établissements où l'on sert des expressos trop amers et des sandwichs sous plastique, où les tables en formica portent les traces de milliers de repas anonymes, où la lumière au néon confère au visage une pâleur maladive. Monsieur Lavallière s'arrêta sur le trottoir d'en face, dissimulé derrière l'auvent d'une boutique fermée, et à travers la vitre embuée du café, il put distinguer Claire qui s'installait à une table du fond, jetant des regards anxieux vers l'entrée, consultant sa montre avec une fréquence qui trahissait son inquiétude. Elle avait retiré son manteau, révélant une robe simple probablement achetée dans quelque boutique de prêt-à-porter bon marché, et ses mains qu'il voyait chaque jour accomplir les gestes du service domestique, tremblaient légèrement, tandis qu'elle lissait ses cheveux châtains ramenés en un chignon strict. Puis un homme entra, la trentaine environ, vêtu d'un costume qui se voulait élégant mais dont la coupe médiocre et le tissu brillant trahissaient l'origine douteuse, arborant une montre dorée qui scintillait de manière ostentatoire à son poignet, affichant ce sourire suffisant de ceux qui se croient supérieurs sans en avoir les moyens réels. Il se dirigea vers la table de Claire avec une démarche assurée, presque arrogante, et Monsieur Lavallière comprit immédiatement qu'il s'agissait là d'un rendez-vous, probablement galant, probablement important pour cette jeune femme qui avait pris soin de son apparence malgré ses moyens limités. Ce qui se produisit ensuite figea Monsieur Lavallière dans une stupéfaction qu'il n'aurait jamais cru pouvoir éprouver. L'homme s'assit, commanda quelque chose au serveur d'un geste impérieux puis se mit à parler à Claire avec une animation théâtrale, gesticulant largement, riant bruyamment, se penchant vers elle avec une familiarité déplacée. Claire, de son côté, semblait mal à l'aise, ses épaules légèrement voûtées, son sourire forcé, ses yeux évitant le regard direct de son compagnon. Lorsque le serveur apporta 2 cafés et 2 parts de gâteau, l'homme sortit son portefeuille avec ostentation, l'ouvrit largement pour que Claire puisse en voir le contenu, puis en extirpa un billet de 5 € et 3 pièces de 1 €,
qu'il déposa sur la table avec un geste grandiloquent, avant de déclarer, assez fort pour que les tables voisines puissent l'entendre, qu'il invitait mademoiselle à ce modeste encas. Monsieur, Lavallière vit Claire rougir violemment, baisser les yeux, porter une main à sa gorge dans un geste de confusion manifeste. Le serveur ramassa l'argent avec une expression indéchiffrable, et l'homme continua son monologue autosatisfait, parlant de sa voiture, de son appartement, de ses projets grandioses, tandis que Claire demeurait silencieuse, son café refroidissant devant elle, touchant à peine au gâteau, son humiliation palpable même depuis l'autre côté de la rue. Mais ce qui acheva de transformer l'observation de Monsieur Lavallière en une scène insupportable, ce fut le moment où, après avoir terminé son propre café d'une lampée bruyante, l'homme se pencha vers Claire, lui saisit la main d'une manière possessive qui la fit tressaillir, et déclara avec un sourire qui se voulait séducteur mais qui n'était que répugnant, que pour une fille comme elle, servante sans éducation, sans famille, sans avenir, c'était déjà bien généreux de sa part de lui accorder son temps et de l'inviter ainsi, qu'elle devrait se montrer, reconnaissante qu'elle devrait comprendre que les hommes de sa trempe ne couraient pas les rues, et que si elle savait se montrer docile et agréable, peut-être consentirait-il à la revoir. Claire retira sa main comme si elle avait touché un fer brûlant, se leva brusquement, murmurant quelque chose que Monsieur Lavallière ne put entendre mais dont il devina la nature par le ton, puis elle ramassa son manteau et son sac, et sortit précipitamment du café, laissant l'homme seul à sa table, affichant une expression contrariée, haussant les épaules avec dépit, puis se resservant tranquillement dans l'assiette de Claire. Monsieur Lavallière se recula instinctivement lorsque la jeune femme passa devant lui, tête baissée, essuyant furtivement ses yeux d'un revers de manche, et il resta là, immobile sur ce trottoir humide, tandis qu'elle s'éloignait dans la nuit, fragile silhouette avalée par l'obscurité grandissante. Quelque chose venait de se briser en lui, ou plutôt, quelque chose venait de s'éveiller, une conscience jusqu'alors endormie, une perception jusqu'alors absente. Il avait côtoyé cette femme pendant 3 années sans jamais vraiment la voir, sans jamais s'interroger sur sa vie, sur ses espoirs, sur ses peines, la réduisant à sa seule fonction, l'enfermant dans le rôle utilitaire qu'elle remplissait dans son existence. Et voilà qu'en l'espace de quelques minutes, en témoin involontaire de cette humiliation sordide, il découvrait en elle une humanité, une dignité bafouée, une fierté blessée, qui réveillait en lui des sentiments qu'il croyait depuis longtemps éteints. Cette scène misérable, ce rendez-vous pathétique avec un homme qui n'avait même pas eu la décence de lui offrir un véritable repas, qu'il avait rabaissé avec ses 8 malheureux euros, qu'il avait traité comme un objet de peu de valeur, cette scène lui révélait brutalement l'étendue de son propre aveuglement, de sa propre indifférence, de sa propre cruauté involontaire. Car n'était-il pas lui aussi coupable de cette même indifférence? Ne l'avait-il pas lui aussi traité comme une présence négligeable, ne lui accordant jamais un mot aimable, ne s'enquérant jamais de son bien-être, se contentant de régler son salaire chaque mois avec la même froideur qu'il réglait ses factures d'électricité? Il se remémora soudain tous ces matins, où elle lui servait son café avec un « bonjour monsieur », discret, auquel il ne répondait que par un grognement, tous ces soirs où elle rangeait sa vaisselle pendant qu'il lisait son journal sans lui accorder un regard, toutes ces occasions manquées de reconnaître en elle un être humain digne de considération. Monsieur Lavallière rentra chez lui ce soir-là dans un état d'agitation inhabituel, son esprit tourmenté par des pensées qui refusaient de le laisser en paix. Il monta les escaliers de sa demeure, ces escaliers qu'elle avait certainement nettoyés le matin même, pénétra dans son salon, où régnait cet ordre impeccable qu'elle maintenait jour après jour, et pour la première fois de sa vie, il vit véritablement son environnement, non plus comme le décor naturel de son existence privilégiée, mais comme le résultat du travail acharné d'une personne qu'il avait toujours considérée comme allant de soi. Il ne put dormir cette nuit-là, ressassant sans cesse les images de cette scène humiliante, l'expression de Claire quand l'homme lui avait saisi la main, sa fuite précipitée, ses larmes retenues, et plus il y pensait, plus grandissait en lui une résolution qui allait bouleverser le cours de son existence et celle de cette jeune femme dont il n'avait jamais vraiment remarqué l'existence. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il ferait, comment il agirait, mais il savait avec une certitude absolue que quelque chose devait changer, que cette révélation ne pouvait rester sans conséquence, que sa vie ne pouvait plus continuer sur sa lancée égoïste et aveugle. Le lendemain matin, lorsque Claire arriva à cette heure précise comme à son habitude, Monsieur Lavallière l'attendait dans la cuisine, chose qui ne s'était jamais produite en 3 années de service.
Elle sursauta légèrement en le découvrant là, assis à la petite table où elle prenait généralement son propre petit déjeuner après avoir servi le sien, et son visage, déjà pâle de nature, devint plus blanc encore, trahissant cette appréhension instinctive de ceux qui occupent les positions subalternes et qui redoutent toujours qu'une entorse à la routine ne présage quelque catastrophe imminente. Elle portait ce matin-là son habituel uniforme noir et blanc, impeccable malgré son évidente ancienneté, ses cheveux tirés en arrière avec cette sévérité qui semblait destinée à la rendre invisible, et ses yeux, qu'il remarquait véritablement pour la première fois, étaient d'un gris troublant qui évoquait le ciel d'hiver juste avant la neige. « Bonjour, mademoiselle Dufresne », dit-il, et le simple fait qu'il utilisât son nom, qu'il la regardât directement, suffit à la désarçonner complètement. Elle balbutia un « bonjour, monsieur », tremblant, serrant contre elle le sac qui contenait ses affaires personnelles, attendant manifestement qu'il énonce la raison de cette présence inhabituelle, redoutant peut-être qu'il ne l'eût surprise dans quelque faute imaginaire et ne s'apprêtât à la congédier. Mais M. Lavallière ne dit rien de tel. Au contraire, il se leva, tira une chaise, et avec un geste qui devait lui paraître tout à fait extraordinaire, il l'invita à s'asseoir. Claire demeura figée, incapable de comprendre ce qui se passait, ses yeux allant de la chaise à son employeur avec une expression qui mêlait la confusion à une sorte de panique sourde. « Je vous en prie, asseyez-vous », répéta M. Lavallière, et cette fois son ton se voulait plus doux, quoiqu'il eût conscience de la maladresse de ses manières, lui qui n'avait jamais appris à communiquer avec ses subordonnés autrement que par des ordres ou des reproches. Lentement, comme si elle obéissait à une injonction dont elle ne saisissait pas le sens, Claire s'assit au bord de la chaise, le dos raide, les mains crispées sur ses genoux, attendant avec une anxiété palpable ce qui allait suivre. « Je dois vous parler de quelque chose qui va sans doute vous sembler étrange », commença monsieur Lavallière, et il s'interrompit, réalisant combien il était difficile de formuler ce qu'il avait ressassé toute la nuit, combien les mots qui s'étaient agencés si clairement dans son esprit insomniaque devenaient confus et inadéquats, maintenant qu'il se trouvait face à cette jeune femme dont le regard méfiant lui rappelait cruellement qu'il n'était pour elle qu'un employeur parmi d'autres, un homme de pouvoir dont elle dépendait entièrement pour sa subsistance. « Hier soir, je me trouvais par hasard dans le quartier où vous vous rendiez, et j'ai été témoin tout à fait involontairement, comprenez-vous, d'une scène qui s'est déroulée dans un café. » Le visage de Claire se vida littéralement de toute couleur, et ses lèvres tremblèrent imperceptiblement. Elle baissa les yeux, fixant ses mains avec une intensité qui trahissait son humiliation renouvelée, et monsieur Lavallière comprit qu'elle savait exactement de quoi il parlait, qu'elle revivait en cet instant même cette soirée désastreuse, que la honte qu'elle avait éprouvée la veille se trouvait décuplée par le fait qu'il en avait été le témoin. « Monsieur, commença-t-elle d'une voix à peine audible, mais il l'interrompit doucement, levant une main pour lui signifier qu'elle n'avait pas à s'expliquer, qu'il ne cherchait nullement à l'interroger sur sa vie privée, ni à porter un jugement sur ses fréquentations. « Je ne vous ai pas fait venir ici pour vous réprimander ou vous questionner sur vos affaires personnelles, » dit-il, et il se rendit compte qu'il devait peser chaque mot avec un soin extrême, car la moindre maladresse risquait de transformer cette conversation déjà délicate en désastre complet. Au contraire, je voulais vous dire que ce que j'ai vu hier soir m'a profondément affecté, non pas à cause de vous, mais à cause de la manière dont vous avez été traité, à cause de l'indignité de cette situation, et aussi, je dois l'avouer, à cause de la prise de conscience qu'elle a provoquée en moi concernant ma propre conduite envers vous. Claire releva lentement la tête, et dans ses yeux gris passa une lueur d'incompréhension totale, comme si les paroles de monsieur Lavallière appartenaient à une langue étrangère qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Elle ouvrit la bouche pour parler, la referma, puis finalement murmura, avec cette dignité blessée qui avait tant frappé monsieur Lavallière la veille au soir. « Monsieur n'a aucune raison de se préoccuper de mes affaires personnelles. Je vous assure que cela n'affectera en rien la qualité de mon travail. Si vous le souhaitez, je peux commencer immédiatement mes tâches et... » « Non, coupa, monsieur. » Lavallière avec plus de fermeté qu'il ne l'aurait voulu, la faisant sursauter. Il prit une profonde inspiration, se forçant à ralentir, à adoucir son ton. « Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Écoutez-moi, je vous prie. Depuis 3 ans que vous travaillez dans cette maison, je ne vous ai jamais véritablement regardé, je ne me suis jamais intéressé à vous en tant que personne. Vous étiez simplement la servante, celle qui accomplissait les tâches domestiques avec efficacité, et cela me suffisait amplement.
Je ne connaissais rien de votre vie, de vos difficultés, de vos aspirations. Et franchement, je ne m'en souciais guère. Mais hier soir, en vous voyant ainsi humilié par cet homme qui n'en valait manifestement pas la peine, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Il se leva, marchant vers la fenêtre qui donnait sur le jardin impeccablement entretenu, ce jardin dont elle s'occupait également chaque semaine sans qu'il ne le remarquât jamais. Et il poursuivit, le dos tourné, car il lui était plus facile de parler ainsi, sans avoir à soutenir ce regard gris qui le mettait mal à l'aise par son mélange de méfiance et de vulnérabilité. J'ai compris que je n'avais pas le droit de me sentir supérieur à cet individu misérable qui vous a offert un café avec 8 € en se croyant généreux, car moi-même, à ma manière, je vous ai traité avec la même indifférence, le même mépris inconscient. Je vous ai payé, certes, mais je ne vous ai jamais témoigné la moindre considération, le moindre respect en tant qu'être humain. Un silence pesant s'installa dans la cuisine, troublé seulement par le tic-tac de l'horloge murale et le léger bruissement du tissu de la robe de Claire, qui tordait nerveusement un pli de sa jupe. Monsieur, Lavallière se retourna enfin, et ce qu'il vit sur le visage de la jeune femme le surprit. Ce n'était plus de la méfiance ni de la peur, mais une sorte de stupéfaction mêlée d'incrédulité, comme si elle se demandait si elle n'était pas en train de rêver, si son employeur, cet homme distant et froid qu'elle avait servi pendant 3 années sans qu'il ne daignât jamais la regarder vraiment, était bien en train de lui présenter des excuses, de reconnaître ses torts, d'admettre une forme d'humanité qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver chez lui. Je ne sais pas exactement ce qui vous a conduite à accepter ce rendez-vous avec cet homme, continua monsieur Lavallière, revenant s'asseoir en face d'elle, et je n'ai pas besoin de le savoir si vous ne souhaitez pas m'en parler. Mais ce que je sais, c'est qu'une personne de votre valeur, car j'ai bien observé votre travail pendant ces 3 années même si je ne l'ai jamais exprimé, une personne qui accomplit ses tâches avec autant de conscience et de dignité que vous le faites, mérite infiniment mieux que d'être traité de la sorte. Et je me suis dit, au cours de cette nuit blanche que j'ai passée à réfléchir à tout cela, qu'il était peut-être temps que je cesse de vivre dans cette indifférence égoïste qui caractérise si bien ma classe sociale. Claire secoua légèrement la tête, et pour la première fois, monsieur Lavallière vit poindre dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de l'émotion, des larmes retenues qui faisaient briller ses iris gris d'un éclat particulier. « Monsieur est très bon », dit-elle d'une voix étranglée, « mais je ne comprends pas où vous voulez en venir. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous me payez correctement. Vous ne me maltraitez pas. Vous n'exigez rien d'impossible. Beaucoup d'employeurs sont bien pires, croyez-moi. Quant à ce qui s'est passé hier soir, » elle s'interrompit, déglutit péniblement, puis reprit avec une fierté douloureuse, « c'était ma propre sottise. J'avais cru bêtement que cet homme s'intéressait véritablement à moi. J'avais imaginé dans ma naïveté ridicule qu'il pourrait peut-être, mais peu importe. J'ai appris ma leçon. Je ne me laisserai plus abuser ainsi. » « Ce n'était pas de la sottise, » répliqua monsieur Lavallière avec une véhémence qui le surprit lui-même. « C'était de l'espoir, et l'espoir n'est jamais ridicule. Cet homme vous a donné à croire qu'il vous estimait, qu'il vous respectait, et vous n'aviez aucune raison de douter de sa sincérité apparente. La faute est entièrement la sienne, ainsi que celle d'une société qui permet à des individus de sa sorte de traiter les autres comme des objets de peu de valeur. Mais je ne vous ai pas fait asseoir ici simplement pour philosopher sur l'injustice du monde. J'ai une proposition à vous faire, et je vous demande de m'écouter jusqu'au bout avant de répondre. » Il sortit de la poche de sa veste une enveloppe qu'il déposa sur la table entre eux, et Claire la regarda comme s'il s'agissait d'un objet dangereux susceptible d'exploser à tout moment. Dans cette enveloppe, vous trouverez une somme d'argent équivalente à 6 mois de votre salaire actuel. Je veux que vous la preniez, non pas comme un cadeau de charité qui vous offenserait sans doute, mais comme une forme de compensation pour toutes ces années où je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Considérez cela comme un arriéré que je vous devais sans le savoir. « Monsieur, je ne peux pas accepter, » dit Claire immédiatement, reculant légèrement comme si l'enveloppe risquait de la contaminer. « Ce serait inapproprié. Les gens diraient, ils penseraient, non, c'est impossible. Je vous remercie de votre générosité, mais je ne peux vraiment pas. » Ses joues s'étaient empourprées, et monsieur Lavallière comprit qu'elle imaginait déjà les implications qu'un tel don pourrait suggérer, les conclusions sordides que d'autres pourraient en tirer, et il réalisa combien sa proposition, bien qu'animée par les meilleures intentions, pouvait effectivement paraître ambiguë. « Je comprends vos réticences, » dit-il rapidement, « et je respecte votre pudeur. Mais écoutez-moi encore un instant. Ce n'est là que la première partie de ma proposition. La seconde est la suivante.
Je voudrais que vous acceptiez de quitter votre position de servante dans cette maison pour devenir ma gouvernante, avec un salaire triple de celui que vous percevez actuellement, des responsabilités accrues certes, mais aussi une position sociale différente, plus respectable, qui vous permettrait d'envisager votre avenir sous un jour nouveau. Claire le dévisagea avec une incrédulité totale, et pendant un long moment, elle sembla incapable de prononcer le moindre mot, comme si le choc de cette proposition l'avait privée de l'usage de la parole. Puis, lentement, elle secoua la tête, et des larmes commencèrent à couler librement sur ses joues, qu'elle essuya rapidement d'un geste embarrassé. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle finalement d'une voix brisée. « Pourquoi vous préoccupez-vous soudainement de mon sort? Qu'est-ce qui a vraiment changé entre hier matin, où vous ne me regardiez jamais, et aujourd'hui, où vous me faites des offres qui bouleverseraient ma vie entière? Je ne comprends pas, monsieur. Je ne comprends vraiment pas. » Et monsieur Lavallière, regardant cette jeune femme qui pleurait silencieusement en face de lui, cette personne qu'il avait côtoyée pendant 3 années sans jamais la voir vraiment, se rendit compte qu'il ne possédait pas de réponse simple à cette question, que ses motivations étaient un mélange complexe de culpabilité, de compassion nouvellement éveillée, et peut-être aussi, bien qu'il n'osât se l'avouer pleinement, d'une fascination naissante pour cette dignité qu'elle avait su préserver, malgré l'humiliation, pour cette fierté qu'elle manifestait même dans les larmes, pour cette humanité profonde qu'il avait entrevue la veille au soir, et qui résonnait encore en lui comme un écho troublant dans les profondeurs de son âme, jusque-là endormi. Monsieur Lavallière se leva de nouveau, incapable de rester assis face à cette question qui exigeait une honnêteté qu'il ne s'était jamais imposée auparavant, une introspection qui le forçait à examiner les recoins les plus obscurs de sa conscience. Il marcha jusqu'à la fenêtre, observant le jardin où les premières feuilles d'automne commençaient à joncher la pelouse impeccable, et il demeura ainsi un long moment, silencieux, cherchant les mots justes, ceux qui ne trahiraient ni ses intentions réelles, ni la complexité de ce qu'il ressentait. Claire attendait, essuyant ses larmes avec un mouchoir froissé qu'elle avait sorti de sa poche, et dans le silence qui s'était installé entre eux, résonnait le poids de toutes ces années d'indifférence, de tous ces matins où ils s'étaient croisés sans se voir vraiment, de toutes ces interactions réduites au strict minimum professionnel. « Je ne sais pas exactement pourquoi », finit-il par dire, la voix plus basse, presque hésitante, lui qui avait l'habitude de s'exprimer avec l'assurance de ceux qui ne doutent jamais. « Hier soir, en vous voyant ainsi humilié, quelque chose s'est brisé en moi, ou peut-être s'est éveillé, je ne saurais dire avec précision. J'ai réalisé que je vivais dans une bulle, entouré de gens qui me servaient, qui facilitaient mon existence, et que je ne les considérais pas vraiment comme des êtres humains à part entière, avec leur propre vie, leurs propres souffrances, leurs propres aspirations. Vous étiez là, chaque jour, accomplissant votre travail avec une perfection qui me semblait naturelle, comme si vous étiez né pour cela, comme si vous n'aviez pas d'autre dimension que celle de la servante efficace. » Il se retourna, et son regard croisa celui de Claire, ses yeux gris dans lesquels il lisait maintenant tant de choses qu'il avait ignorées. La fatigue accumulée de longues journées de labeur, l'inquiétude constante de ceux qui vivent dans la précarité, mais aussi une intelligence aiguë, une sensibilité à fleur de peau, une fierté qui refusait de se laisser écraser malgré les circonstances. Et puis je vous ai vu avec cet homme, cet individu médiocre qui vous traitait comme un objet de peu de valeur, et j'ai compris que je n'étais pas différent de lui, que ma propre indifférence était tout aussi cruelle, tout aussi méprisante, simplement plus polie, plus civilisée en apparence. J'ai compris que pendant 3 ans, je vous avais volé quelque chose d'essentiel, la reconnaissance de votre humanité. Claire secoua doucement la tête, et une expression étrange passa sur son visage, mélange de gratitude et de méfiance, d'espoir et de peur. « Monsieur est trop dur envers lui-même », dit-elle d'une voix encore tremblante. « Vous m'avez toujours payé correctement et à temps, ce qui n'est pas le cas de tous les employeurs. Vous ne m'avez jamais maltraité, jamais insulté, jamais exigé de moi quoi que ce soit d'inapproprié. Beaucoup de servantes vivent des situations infiniment pires. Je n'ai aucune raison de me plaindre de mon sort ici. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec une franchise désarmante. « Quant à l'homme d'hier soir, c'était ma propre faute. J'avais rencontré Marc lors d'une soirée chez une amie, il y a 3 mois environ. Il s'était montré charmant, attentionné, et j'avais espéré qu'enfin quelqu'un s'intéressait véritablement à moi, pas à une servante sans importance, mais à moi, Claire Dufresne, la personne. » Elle prit une profonde inspiration, et M. Lavallière vit combien il lui en coûtait de raconter cette histoire,
de révéler cette vulnérabilité qu'elle s'était toujours efforcée de dissimuler derrière son efficacité professionnelle et sa discrétion exemplaire. Il m'avait demandé mon numéro de téléphone, m'avait envoyé des messages presque chaque jour, me parlant de ses projets, de son travail dans une entreprise d'import-export, de son appartement dans le 11e arrondissement. Il me disait que j'étais différente des autres filles qu'il avait rencontrées, que j'avais quelque chose de spécial. Et moi, dans ma stupidité, dans ma solitude, j'avais cru chacun de ces mots. Hier était notre premier véritable rendez-vous, et j'avais tant espéré que ce serait le début de quelque chose de beau, de réel. Sa voix se brisa légèrement, et elle dut s'interrompre pour reprendre contenance, essuyant de nouveau ses yeux qui s'étaient remis à briller de larmes contenues. Mais dès le début de la soirée, tout a été différent de ce que j'avais imaginé. Il est arrivé en retard, sans excuse, et il m'a à peine regardé quand il s'est assis. Il a commandé pour moi sans me demander mon avis, et puis il a sorti ses 8 € avec cette ostentation ridicule, comme s'il me faisait une immense faveur. Et pendant tout le temps, il n'a parlé que de lui, de ses soi-disant succès, de sa voiture qu'il devait avoir en location car je l'ai vu rendre les clés à une agence la semaine dernière dans le quartier, de son appartement qui appartient probablement à ses parents. Et moi, je restais assise là, réalisant progressivement que j'avais été une idiote, que tout ce qu'il m'avait raconté n'était que mensonge, qu'il me voyait comme une proie facile, une fille seule et sans défense, qu'il pourrait manipuler. Monsieur Lavallière écoutait ce récit avec une attention totale, et il sentait croître en lui une colère froide envers cet homme qu'il ne connaissait pas, envers tous ces hommes qui abusaient ainsi de la solitude et de la vulnérabilité des femmes, qui jouaient avec leurs sentiments comme avec des jouets sans valeur. Mais il sentait aussi grandir en lui une compréhension nouvelle de Claire, de cette jeune femme qui vivait seule dans cette ville impitoyable, qui travaillait dur pour gagner sa vie modestement, qui aspirait comme tout être humain à être aimé, reconnu, valorisé, et qui se trouvait constamment confrontée à la cruauté et à l'indifférence d'un monde qui ne voyait en elle qu'une fonction, jamais une personne. Et quand il m'a dit à la fin que je devrais me montrer reconnaissante de son attention, que pour une fille comme moi c'était déjà beaucoup, continua Claire, sa voix devenant plus ferme, teintée d'une colère qui perçait sous la tristesse. J'ai compris que je ne valais rien à ses yeux, que j'étais juste une distraction, peut-être même une cible pour satisfaire son ego malade. Alors je suis parti, et je me suis juré que plus jamais je ne me laisserais humilier ainsi, que plus jamais je ne croirais aux belles paroles des hommes qui me promettent la lune, alors qu'ils n'ont même pas la décence de m'offrir un véritable repas. Elle leva les yeux vers Monsieur Lavallière, et dans son regard brillait maintenant une détermination farouche qui le frappa par son intensité. Voilà pourquoi je ne comprends pas votre proposition, monsieur. Voilà pourquoi je me méfie, même si je sens que vos intentions sont peut-être sincères, parce que j'ai appris à mes dépens que les hommes, surtout ceux qui ont du pouvoir et de l'argent, ne font jamais rien sans raison. Ils ne se soucient pas soudainement du sort d'une servante par pure bonté d'âme. Il y a toujours quelque chose d'autre, une attente cachée, un prix à payer que l'on ne découvre qu'après avoir accepté leur générosité apparente. Le coup était rude, mais monsieur Lavallière ne pouvait lui en vouloir de cette méfiance, car il reconnaissait la justesse de ses paroles, la sagesse amère qu'elle avait acquise à travers ses expériences douloureuses. Comment pourrait-elle croire en sa sincérité alors que tout dans sa vie lui avait appris à se méfier, alors que chaque geste de générosité qu'elle avait rencontré s'était révélé n'être qu'un piège déguisé? Il s'assit de nouveau en face d'elle, et cette fois, il prit soin de maintenir une distance respectueuse, de ne pas l'envahir de sa présence, de lui laisser l'espace dont elle avait besoin pour se sentir en sécurité. « Vous avez toutes les raisons de vous méfier, » dit-il calmement, « et je ne vous demande pas de me faire confiance aveuglément. Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de réfléchir. Gardez l'enveloppe, ne l'ouvrez même pas si cela vous met mal à l'aise, mais conservez-la. Et concernant le poste de gouvernante, je vous demande simplement d'y penser sérieusement. Vous n'auriez aucune obligation envers moi que celle définie clairement dans un contrat de travail en bonne et due forme. Vous auriez votre propre appartement dans l'aile ouest de la maison, avec une entrée indépendante. Vos horaires seraient définis et respectés. Et si jamais vous constatiez que mes intentions ne sont pas celles que je prétends, vous seriez libre de partir à tout moment, avec une indemnité généreuse. » Claire le regardait avec une expression indéchiffrable, et monsieur Lavallière voyait bien qu'elle luttait intérieurement, déchirée entre l'espoir que cette proposition représentait et la peur de se laisser de nouveau abuser. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, et dans cette question résidait le cœur même de son incompréhension.
Vous pourriez engager n'importe quelle gouvernante qualifiée, avec des références impeccables, une éducation supérieure à la mienne. Pourquoi voulez-vous transformer votre servante en gouvernante? Cela n'a aucun sens. Parce que, répondit M. Lavallière, et il s'interrompit, cherchant la formulation exacte qui ne trahirait pas la complexité de ses sentiments tout en restant honnête. Parce que hier soir, en vous voyant, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. J'ai vu votre dignité, votre fierté, votre refus de vous laisser réduire à l'image méprisable que cet homme voulait vous imposer. J'ai vu une personne de valeur, une personne qui mérite mieux que ce que la vie lui a offert jusqu'à présent. Et j'ai réalisé que j'avais le pouvoir de changer cela, que je pouvais faire quelque chose de concret, pas par charité condescendante, mais par justice, par reconnaissance de ce que vous valez réellement. Il se pencha légèrement en avant, veillant toujours à ne pas envahir son espace et continua d'une voix plus basse, plus intense. Et puis, je dois être honnête avec vous, il y a aussi une dimension égoïste dans ma proposition. Depuis 3 ans que vous travaillez ici, j'ai pu observer, même sans y prêter véritablement attention, votre intelligence, votre capacité d'organisation, votre sens du détail. Vous gérez cette maison avec une efficacité remarquable. Vous anticipez les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Vous maintenez un ordre qui me permet de me concentrer sur mes affaires. Une gouvernante ayant ces qualités, et qui connaît déjà parfaitement cette maison et mes habitudes, serait un atout précieux. Donc voyez-vous, ce n'est pas de la pure philanthropie, c'est aussi dans mon intérêt. Cette dernière admission sembla toucher Claire d'une manière que ses protestations de bonne volonté n'avaient pas réussi à faire. Elle hocha lentement la tête, et une lueur nouvelle apparut dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à un début de compréhension, peut-être même à un soulagement. « Je vois, » dit-elle doucement. « Donc vous ne me proposez pas cela par pitié, mais parce que vous pensez que j'ai les compétences nécessaires pour ce poste. » Elle sembla réfléchir intensément, puis ajouta « Et les responsabilités exactes de cette gouvernante, quelles seraient-elles » Monsieur Lavallière sentit un espoir naître en lui, car cette question pratique signifiait qu'elle commençait à considérer sérieusement sa proposition, qu'elle dépassait ses défenses initiales pour examiner concrètement ce qu'il lui offrait. Vous superviseriez l'entretien de la maison, coordonneriez le travail des autres employés lorsque nous en engageons pour des occasions spéciales, géreriez les stocks et les commandes, organiseriez mes déplacements et mes rendez-vous professionnels lorsque nécessaire. Vous seriez en quelque sorte la gestionnaire de ma vie domestique, me permettant de me concentrer sur mes affaires sans avoir à me soucier des détails quotidiens. Et bien sûr, vous auriez l'autorité nécessaire pour prendre des décisions concernant le fonctionnement de la maison, sans avoir à me consulter constamment. Claire absorbait ces informations avec une concentration visible, et M. Lavallière pouvait presque voir son esprit évaluer chaque aspect de la proposition, pesant les risques contre les opportunités, la méfiance contre l'espoir. « Et le salaire serait vraiment le triple de ce que je gagne actuellement ?» demanda-t-elle, et il y avait dans sa voix une incrédulité qui lui rappelait combien cette somme devait représenter pour elle, combien elle changerait concrètement sa vie. « Le triple ?» confirma-t-il. « Plus une prime annuelle basée sur la performance. Et bien entendu, tous vos repas seraient nous fournis, ainsi que votre logement, ce qui vous permettrait d'économiser la totalité de votre salaire si vous le souhaitez. En quelques années, vous pourriez constituer une épargne substantielle qui vous donnerait une sécurité financière dont peu de gens de votre génération peuvent se prévaloir. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et si jamais, pour quelque raison que ce soit, cet arrangement ne vous convenait pas, vous pourriez partir avec une indemnité équivalente à 6 mois de salaire. Je ferais établir tout cela par écrit, dans un contrat en bonne et due forme, établi par mon avocat. Vous ne seriez lié à rien qui ne soit clairement stipulé et légalement contraignant. » Pour la première fois depuis le début de cette conversation extraordinaire, un léger sourire toucha les lèvres de Claire, un sourire incertain, presque craintif, comme si elle n'osait pas encore se permettre d'y croire vraiment. « C'est une proposition très généreuse, » dit-elle lentement. « Trop généreuse, peut-être, mais je dois admettre que l'idée de ne plus avoir à m'inquiéter constamment de mon loyer, de mes factures, de savoir si j'aurai encore du travail le mois prochain, cette idée est terriblement tentante. » Elle leva de nouveau les yeux vers lui, et cette fois, son regard était direct, presque défi. « Mais je veux être clair sur une chose, monsieur, » poursuivit Claire avec une fermeté qui surprit agréablement monsieur Lavallière, car elle témoignait d'une force de caractère qu'il n'avait fait qu'entrevoir la veille. « Si j'accepte cette proposition, et je dis bien si, ce sera en tant que professionnelle compétente, pas en tant que protégée reconnaissante.
Je ne veux pas de pitié. Je ne veux pas être l'objet d'une bonne action qui vous permettrait de vous sentir vertueux. Je veux gagner ma place par mon travail, par mes compétences, par ma valeur réelle. Est-ce que c'est bien clair? Monsieur Lavallière se leva, et dans un geste qu'il n'aurait jamais cru possible quelques jours auparavant, il tendit la main vers Claire, non pas avec la condescendance d'un employeur envers une subordonnée, mais avec le respect de deux personnes se rencontrant véritablement pour la première fois. « C'est parfaitement clair, mademoiselle Dufresne », dit-il solennellement, « et c'est exactement ce que j'espérais entendre. Je n'ai aucun intérêt à engager quelqu'un qui se sentirait redevable ou inférieur. Je veux une gouvernante compétente, efficace, qui prendra ses responsabilités avec sérieux, et je crois sincèrement que vous êtes cette personne. » Claire regarda la main tendue pendant un long moment, comme si elle mesurait tout le poids symbolique de ce geste, toute la transformation qu'il représentait dans leur relation, puis lentement, avec une hésitation qui trahissait encore sa méfiance mais aussi un courage naissant, elle plaça sa propre main dans celle de Monsieur Lavallière. Sa poignée de main était ferme, décidée, et dans ce contact bref mais significatif passa quelque chose d'indéfinissable, une reconnaissance mutuelle, un début de compréhension qui allait au-delà des simples mots. « Je vais y réfléchir », dit-elle en retirant sa main. « Je vous donnerai ma réponse dans quelques jours, si cela vous convient. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela, pour peser le pour et le contre, pour m'assurer que je ne me laisse pas emporter par l'émotion ou par le désespoir de ma situation actuelle. Une décision aussi importante mérite d'être prise avec calme et réflexion. » Elle se leva à son tour, lissant sa jupe d'un geste machinal, et ajouta avec une pointe d'humour inattendue, « Et en attendant, monsieur, je suppose que vous voudriez tout de même votre café du matin ?» Cette légèreté soudaine, cette capacité à introduire une note d'humour dans une situation aussi lourde d'émotion, fit sourire Monsieur Lavallière pour la première fois depuis le début de cette conversation extraordinaire. « Oui, je crois que je le voudrais bien, » répondit-il. « Mais permettez-moi de le préparer moi-même ce matin. Vous avez eu assez d'émotions pour aujourd'hui. » Et sur ces mots, il se dirigea vers la machine à café, laissant Claire debout au milieu de la cuisine, tenant toujours l'enveloppe qu'elle n'avait pas osé ouvrir, avec une expression sur son visage qui mêlait l'incrédulité, l'espoir et une prudence qui ne l'abandonnait pas complètement. Les jours qui suivirent furent étranges pour tous les deux. Monsieur Lavallière se surprenait à observer Claire avec une attention nouvelle, remarquant 1000 détails qu'il avait ignorés pendant 3 années, la manière dont elle arrangeait les fleurs dans les vases avec un sens esthétique instinctif, la façon dont elle organisait ses tâches avec une efficacité méthodique, l'expression de concentration qui marquait son visage lorsqu'elle accomplissait un travail délicat, et aussi, plus troublante encore, les moments où elle s'arrêtait devant une fenêtre, perdue dans ses pensées, son regard gris fixé sur un horizon invisible, et où passait sur ses traits cette mélancolie profonde des âmes solitaires qui rêvent d'autre chose sans oser vraiment y croire. Claire, de son côté, était consciente de ce regard nouveau qui pesait sur elle, et cela la rendait nerveuse, maladroite même. Elle qui accomplissait habituellement ses tâches avec une assurance tranquille. Elle renversait des objets, oubliait des détails, se perdait dans ses pensées au milieu d'une tâche, et Monsieur Lavallière voyait bien qu'elle luttait intérieurement, déchirée entre l'espoir que représentait sa proposition et la peur de se tromper encore, de se laisser abuser par des promesses qui se révéleraient aussi creuses que celles de Marc, cet homme misérable qui l'avait humilié avec ses 8 € et son arrogance pathétique. Le 3e soir après leur conversation, Monsieur Lavallière rentra plus tôt que d'habitude de son bureau et trouva Claire dans le salon, debout devant la bibliothèque, un livre à la main, tellement absorbée par sa lecture qu'elle ne l'entendit pas entrer. C'était un volume de poésie de Baudelaire, et elle lisait avec une concentration telle, ses lèvres formant silencieusement les mots, son visage exprimant toute la gamme des émotions que le texte évoquait, que Monsieur Lavallière resta un moment immobile sur le seuil, fasciné par cette découverte inattendue. Quand elle leva finalement les yeux et le vit là, elle sursauta violemment, le livre lui échappant presque des mains, et une rougeur intense envahit ses joues. « Monsieur, je suis désolée », balbutia-t-elle, replaçant précipitamment le livre sur l'étagère. « Je ne vous avais pas entendu entrer. J'avais terminé mes tâches et je n'aurais pas dû toucher à vos livres sans permission. C'était très incorrect de ma part. » Elle était manifestement mortifiée, redoutant sans doute qu'il ne la réprimande pour cette familiarité déplacée, pour avoir osé toucher à ses possessions personnelles, pour s'être permis ce moment de distraction pendant ses heures de travail. « Vous aimez Baudelaire ?» demanda Monsieur Lavallière,
Ignorant ses excuses, s'approchant de la bibliothèque avec un intérêt réel, Claire le regarda avec surprise, puis hocha timidement la tête. « Oui, monsieur. Enfin, je ne prétends pas comprendre toutes les subtilités. Je n'ai pas reçu une éducation littéraire approfondie. Mais j'aime la musicalité de ses vers, la manière dont il transforme même la laideur en beauté par la force de ses mots. Quand j'étais plus jeune, avant que mes parents ne meurent dans cet accident de voiture qui m'a laissé seul à 18 ans, je rêvais d'étudier la littérature, de devenir peut-être enseignante. Mais la vie en a décidé autrement. » Cette révélation, prononcée avec une simplicité qui rendait la tragédie encore plus poignante, toucha profondément Monsieur Lavallière. Voilà donc ce qu'il ignorait d'elle. Voilà ce qui se cachait derrière cette façade de servante efficace. Une jeune femme qui avait perdu ses parents à un âge où l'on devrait encore être protégé, qui avait dû renoncer à ses rêves d'éducation pour survivre, qui accomplissait un travail domestique non par manque d'ambition ou d'intelligence, mais par nécessité, par l'impitoyable réalité d'une vie qui ne lui avait laissé aucun autre choix. « Je ne savais pas, » dit-il doucement. « Vous n'avez jamais mentionné votre famille, vos origines. Vous ne m'avez jamais posé la question, monsieur, » répondit Claire sans amertume, constatant simplement un fait. « Et je n'ai jamais pensé que cela vous intéresserait. Après tout, mon passé n'avait aucune pertinence pour mon travail ici. Vous aviez besoin d'une servante compétente, pas d'une histoire tragique à compatir. » Elle récupéra le livre qu'elle avait remis sur l'étagère et le tint entre ses mains comme un trésor précieux. Mais je dois avouer que pendant ces 3 années, ces livres ont été ma seule consolation, mon seul luxe. Le soir, quand je rentrais dans ma petite chambre de bonne, je lisais pendant des heures, m'évadant dans des mondes que je ne connaîtrais jamais, vivant par procuration les vies que je n'aurais jamais. Monsieur, Lavallière sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine, une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis très longtemps. Peut-être depuis la mort de sa propre mère il y a 15 ans, cette femme qui avait été la seule personne capable de toucher son cœur avant qu'il ne s'enferme dans la carapace froide de l'homme d'affaires impitoyable. « Gardez-le », dit-il impulsivement, désignant le livre. « Gardez tous ceux que vous voulez lire. Considérez cette bibliothèque comme à votre disposition. Et si vous acceptez ma proposition de devenir gouvernante, nous pourrions même envisager que vous repreniez des études, à votre rythme, des cours du soir peut-être, pour réaliser ce rêve que vous avez dû abandonner. » Claire le regarda avec une telle intensité que M. Lavallière se sentit presque mal à l'aise, comme si ce regard perçant voyait à travers lui, au-delà de ses mots, jusqu'aux motivations les plus profondes de son âme. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda-t-elle encore une fois, mais cette fois sa voix n'était plus méfiante, juste profondément perplexe, comme si elle cherchait sincèrement à comprendre ce qui animait cet homme qui, quelques jours auparavant, ne daignait même pas lui adresser un bonjour. « Qu'est-ce qui a vraiment changé, monsieur Lavallière ? Qu'avez-vous vu ce soir-là qui ait pu transformer ainsi votre regard sur moi ?» Monsieur, Lavallière marcha jusqu'au canapé et s'y assit lourdement, soudain conscient de la fatigue qui l'habitait, non pas physique mais émotionnelle, cette fatigue qui vient quand on commence à remettre en question tout ce que l'on a construit, toute la vie que l'on a menée jusqu'alors. « Je vous l'ai dit, j'ai vu votre dignité, votre refus de vous laisser rabaisser, mais ce n'est pas tout. » Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois, il laissa transparaître dans son regard quelque chose de vulnérable, quelque chose qu'il cachait habituellement avec soin. J'ai vu ma propre solitude reflétée dans la vôtre. J'ai compris que malgré toute ma richesse, toutes mes possessions, tous mes succès professionnels, j'étais fondamentalement aussi seul que vous, peut-être même plus encore, car au moins vous avez conservé la capacité de rêver, d'espérer, de croire en la possibilité de quelque chose de meilleur. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et continua d'une voix plus basse. « Moi, je ne rêve plus depuis longtemps. Je ne fais qu'accumuler, gérer, contrôler. Mon existence est une suite de transactions, de décisions calculées, de relations superficielles avec des gens qui ne s'intéressent à moi que pour mon argent ou mon influence. Je rentre chaque soir dans cette grande maison vide. Je mange seul, je dors seul, je me réveille seul, et je recommence le lendemain. Et je me suis convaincu pendant des années que c'était suffisant, que c'était même préférable, car les émotions, les attachements, les relations véritables ne sont que des sources de complications et de souffrances. » Claire s'était assise sur le bord d'un fauteuil, tenant toujours le livre de Baudelaire contre sa poitrine, écoutant avec une attention totale ses confidences inattendues, et monsieur Lavallière voyait dans ses yeux qu'elle commençait à comprendre quelque chose de fondamental,
quelque chose qui dépassait la simple relation employeur-employé. Mais ce soir-là, en vous voyant, reprit-il, en voyant comment vous avez été traité et comment vous avez réagi, j'ai réalisé que j'avais tort, que la solitude n'est pas une force mais une prison, que se couper des autres, de leurs émotions, de leur humanité, ce n'est pas se protéger, c'est se condamner à une existence qui n'a plus aucun sens, aucune saveur, aucune raison d'être. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les lumières de la ville, qui commençaient à s'allumer dans le crépuscule, ces millions de vies qui se déroulaient, là, dehors, dans lesquelles il n'avait aucune part, aucune connexion réelle. Et je me suis dit que peut-être, si je faisais quelque chose de bien, quelque chose de généreux, quelque chose qui ne serait pas calculé en termes de profit et de perte, je pourrais commencer à briser cette carapace que j'ai construite autour de moi. Peut-être que je pourrais redevenir humain si tant est que je l'ai jamais été véritablement. Il se retourna vers Claire, et dans ses yeux brillait une vulnérabilité qu'elle n'y avait jamais vue. Donc, voyez-vous, ce n'est pas vous qui me devriez de la reconnaissance. C'est moi qui vous suis reconnaissant de m'avoir permis, par votre simple existence, par votre dignité dans l'humiliation, de réaliser combien ma vie était vide et sans substance. Un long silence s'installa entre eux, mais ce n'était plus un silence pesant ou inconfortable. C'était un silence chargé de compréhension mutuelle, de reconnaissance partagée, de deux solitudes qui se reconnaissaient l'une dans l'autre et qui, peut-être, commençaient à entrevoir la possibilité de quelque chose de différent, quelque chose qui dépasserait les simples rapports professionnels pour devenir une forme de connexion authentique entre deux êtres humains qui avaient tous deux, à leur manière, été blessés par la vie. Finalement, Claire se leva lentement, s'approcha de la fenêtre où M. Lavallière se tenait toujours, et elle resta là, à ses côtés, contemplant elle aussi ces lumières qui scintillaient dans l'obscurité grandissante. « J'accepte », dit-elle simplement, sa voix claire et décidée résonnant dans le silence du salon. « J'accepte votre proposition de devenir votre gouvernante, non pas parce que je crois que vous pourrez me sauver ou transformer ma vie par magie, mais parce que je crois que vous êtes sincère dans votre désir de changement, et parce que moi aussi, j'ai besoin de croire qu'il est possible de construire quelque chose de meilleur que ce que j'ai connu jusqu'à présent. » Elle se tourna vers lui, et dans la lumière déclinante du jour, son visage prenait une beauté que M. Lavallière n'avait jamais remarquée auparavant, une beauté qui ne venait pas de traits parfaits mais de l'intelligence qui brillait dans ses yeux, de la force qui marquait ses traits, de la dignité qui émanait de toute sa personne. « Mais je vous préviens, monsieur, » continua-t-elle avec un léger sourire, « je serai une gouvernante exigeante. Je ne me contenterai pas de faire ce que l'on attend de moi. Je veux apprendre, progresser, me développer. » Si vous me donnez cette chance, je compte bien en faire quelque chose de substantiel, pas seulement pour vous, mais pour moi-même. Et si en cours de route nous parvenons tous deux à briser nos solitudes respectives, alors ce sera un bonus inattendu, mais ce ne sera pas mon objectif principal, monsieur. Lavallière tendit de nouveau la main, et cette fois, lorsque Claire la saisit, leur poignée de main fut plus longue, plus ferme, scellant non seulement un accord professionnel mais aussi, tacitement, une forme d'alliance entre deux personnes qui avaient décidé de ne plus se contenter de l'existence fade et solitaire qui avait été la leur jusqu'alors. « Alors, c'est entendu, dit-il, je ferai préparer le contrat dès demain par mon avocat. Vous pourrez commencer dans 2 semaines, ce qui vous donnera le temps de régler vos affaires personnelles, de résilier votre bail actuel, de vous installer dans votre nouvel appartement ici. Et en attendant, je vous demande de réfléchir aux changements que vous souhaiteriez apporter au fonctionnement de la maison, aux améliorations que vous jugeriez nécessaires. Vous aurez carte blanche. » Les 2 semaines qui suivirent furent marquées par une effervescence inhabituelle dans la demeure de M. Lavallière. Claire continuait à accomplir ses tâches de servante, mais déjà, elle observait tout avec un œil nouveau, celui d'une gouvernante en devenir, notant mentalement ce qui fonctionnait bien et ce qui pourrait être amélioré, posant des questions sur l'organisation, les habitudes de M. Lavallière, ses préférences, ses exigences, et M. Lavallière, de son côté, découvrait avec surprise combien il appréciait ces conversations, ces discussions pratiques qui se transformaient souvent en échanges plus personnels, où ils partageaient leurs opinions, leurs expériences, leurs points de vue sur une multitude de sujets. Il apprit ainsi que Claire avait grandi dans une famille modeste mais cultivée de la banlieue lyonnaise, que son père était instituteur et sa mère infirmière, qu'il l'avait élevée dans l'amour des livres et de la connaissance,
qu'ils avaient économisé pendant des années pour lui offrir une bonne éducation, et que leur mort brutale, survenue lors d'un accident de la route alors qu'elle venait tout juste de terminer son baccalauréat, avait anéanti tous ses rêves en un instant. Elle lui raconta comment elle s'était retrouvée seule à Paris, sans famille, sans ressources, comment elle avait dû accepter n'importe quel travail pour survivre, comment elle avait enchaîné les emplois précaires et mal payés avant de trouver cette place de servante chez lui, qui représentait déjà à l'époque une forme de stabilité relative. Monsieur Lavallière, à son tour et contre toute attente, se mit à lui parler de sa propre histoire, chose qu'il n'avait jamais faite avec personne depuis la mort de sa mère. Il lui raconta son enfance privilégiée mais solitaire, fils unique d'un homme d'affaires austère qui ne manifestait jamais aucune affection, d'une mère douce et aimante, qui était morte trop tôt d'un cancer fulgurant, le laissant seul avec ce père distant qui ne savait communiquer qu'en termes de rendement et de profit. Il lui décrivit comment il avait été formé, modelé, transformé en machine à réussir, comment on lui avait appris que les émotions étaient des faiblesses, que la compassion était une vulnérabilité, que le seul objectif valable dans l'existence était l'accumulation de richesses et de pouvoir. Et tandis qu'il parlait ainsi, au fil des jours, dans la cuisine ou le salon, lors de ces moments volés entre deux tâches, une transformation s'opérait en eux, tous deux. Monsieur Lavallière redécouvrait la joie simple de la conversation authentique, du partage désintéressé, de la connexion humaine qui ne cherchait rien d'autre qu'elle-même. Claire, de son côté, commençait à se débarrasser de cette carapace protectrice qu'elle avait construite après tant de déceptions, osant croire qu'il existait peut-être dans ce monde des personnes capables de sincérité, de générosité, de regard authentique sur l'autre. Le jour où Claire emménagea officiellement dans son nouvel appartement, celui de l'aile ouest avec son entrée indépendante, fut marqué par une cérémonie improvisée. Monsieur Lavallière avait fait livrer des fleurs fraîches qui ornaient chaque pièce, avait veillé à ce que tout soit impeccable, confortable, accueillant. L'appartement comportait un salon lumineux, une chambre spacieuse, une petite cuisine équipée et surtout une bibliothèque intégrée que Monsieur Lavallière avait fait installer spécialement, garnie déjà de quelques dizaines de livres qu'il avait choisis lui-même, sachant désormais ses goûts littéraires. Quand Claire découvrit cette bibliothèque, les larmes lui montèrent aux yeux, et elle dut se détourner un moment pour reprendre contenance. « Vous n'auriez pas dû », murmura-t-elle d'une voix étranglée. C'était trop généreux, trop... Elle ne termina pas sa phrase, incapable de trouver les mots pour exprimer ce que ce geste représentait pour elle, non pas tant la valeur matérielle des livres que la délicatesse de l'attention, la preuve qu'il l'avait véritablement écoutée, qu'il avait retenu ses paroles, qu'il avait voulu lui offrir ce qui avait le plus de sens pour elle. « Je voulais que vous vous sentiez chez vous », dit simplement Monsieur Lavallière, « que cet endroit soit vraiment le vôtre, pas seulement un logement de fonction. Et je me suis dit que ces livres seraient le meilleur moyen de vous le faire comprendre. » Il hésita un instant, puis ajouta avec une certaine timidité inhabituelle chez lui, « J'ai également pris la liberté de m'inscrire, et de vous inscrire si vous le souhaitez, à des cours de littérature à la Sorbonne, des cours du soir qui ne vous empêcheront pas d'accomplir vos tâches de gouvernante. Le premier semestre commence dans 1 mois. Vous n'êtes pas obligé d'accepter naturellement, mais l'option est là si vous le désirez. » Claire se retourna brusquement, et dans ses yeux brillaient des larmes qu'elle ne cherchait même plus à retenir. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda-t-elle encore une fois. Mais cette fois, ce n'était plus une question teintée de méfiance. C'était une interrogation empreinte d'émerveillement, de gratitude, et aussi d'une certaine confusion face à tant de générosité. « Pourquoi vous souciez-vous autant de mon bonheur, de mes rêves, de mon avenir ? Qu'est-ce que je représente vraiment pour vous ?» Monsieur Lavallière s'approcha d'elle lentement, respectueusement, maintenant toujours cette distance qui témoignait de son respect pour elle, de son refus de la mettre mal à l'aise ou de profiter de sa position de pouvoir. « Je ne sais pas encore exactement », répondit-il avec une honnêteté désarmante. « Au début, c'était de la culpabilité, puis de la compassion, puis de l'admiration pour votre force et votre dignité. Mais maintenant, après ces 2 semaines passées à vous connaître véritablement, à converser avec vous, à découvrir qui vous êtes réellement au-delà de votre fonction, je dois admettre que c'est devenu quelque chose de plus complexe, quelque chose que je ne saurais nommer précisément. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes, ceux qui exprimeraient sa pensée sans la trahir, sans effrayer Claire, sans compromettre cet équilibre fragile qu'ils avaient réussi à établir. « Vous êtes devenue importante pour moi, d'une manière que je n'avais pas anticipée.
Votre présence dans cette maison, vos opinions, vos réactions, vos sourires rares mais lumineux, tout cela compte désormais pour moi d'une façon qui dépasse largement le cadre professionnel. Je ne sais pas ce que cela signifie pour l'avenir, je ne sais pas où cela nous mènera, mais je sais que je ne veux pas revenir à l'indifférence qui était la mienne auparavant. Je ne veux plus vivre dans cette solitude dorée qui n'était qu'une prison confortable. Claire l'écoutait avec une intensité troublante, et sur son visage passaient toutes sortes d'émotions. Surprise, trouble, plaisir, et aussi une certaine appréhension, car elle comprenait que ce qui se jouait entre eux dépassait maintenant largement les simples rapports d'employeur à employé, que quelque chose de plus profond, de plus complexe, de plus risqué aussi, était en train de naître. « Monsieur Lavallière ?» dit-elle finalement, et sa voix tremblait légèrement. « Je dois être honnête avec vous également. Ces dernières semaines ont transformé ma perception de vous, de cette maison, de ma propre vie. J'ai découvert en vous une humanité, une sensibilité que je n'aurais jamais soupçonnée. Et je dois admettre que vos attentions, votre générosité, votre intérêt sincère pour mon bien-être ont touché quelque chose en moi que je croyais mort depuis longtemps. » Elle fit quelques pas dans la pièce, touchant machinalement le dos des livres alignés sur les étagères, comme pour s'ancrer dans quelque chose de tangible face à la confusion de ses propres sentiments. « Mais je suis aussi terrifiée, » continua-t-elle, terrifiée à l'idée de me tromper encore, de confondre la gratitude avec autre chose, de me laisser emporter par l'illusion d'une connexion qui n'existerait peut-être que dans mon imagination. J'ai été blessée, humiliée, déçue tellement de fois que je ne sais plus faire confiance à mes propres perceptions, à mes propres émotions. Comment puis-je être sûr que ce que je ressens est réel, et non pas simplement le résultat de votre bonté et de ma vulnérabilité? Monsieur Lavallière hocha lentement la tête, comprenant parfaitement ses craintes car elles faisaient écho aux siennes propres. « Vous ne pouvez pas en être sûr, » dit-il doucement. « Pas plus que je ne peux l'être moi-même. Tout ce que nous pouvons faire, c'est avancer prudemment, honnêtement, en nous laissant le temps de comprendre ce qui se passe entre nous, sans précipitation, sans pression. Vous êtes maintenant ma gouvernante, et cette relation professionnelle doit rester notre priorité, notre ancrage dans le réel. Tout le reste, si jamais il devait y avoir quelque chose d'autre, viendra en son temps, ou ne viendra pas, et nous devrons l'accepter. » Il s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le jardin maintenant plongé dans l'obscurité, et il continua d'une voix plus basse. « Ce que je peux vous promettre, c'est que je ne profiterai jamais de ma position pour vous mettre mal à l'aise ou pour exiger de vous quoi que ce soit qui sorte du cadre de votre travail. Vous êtes libre, totalement libre, de définir les limites de notre relation. Si vous souhaitez que celle-ci reste strictement professionnelle, je respecterai ce choix. Si vous voulez qu'elle devienne une amitié, j'en serai honoré. Et si jamais, dans le futur, elle devait évoluer vers quelque chose de différent, ce sera parce que nous l'aurons tous deux choisi librement, en pleine conscience, sans aucune coercition, ni aucune confusion entre les rôles. Claire vint se placer à ses côtés, et ensemble, ils contemplèrent le jardin invisible, chacun perdu dans ses propres pensées, dans ses propres espoirs et ses propres craintes. « Alors avançons ainsi, » dit-elle finalement, prudemment, honnêtement, en nous laissant le temps de découvrir qui nous sommes vraiment, l'un pour l'autre et pour nous-mêmes. Vous m'avez offert une chance incroyable de reconstruire ma vie, de réaliser mes rêves abandonnés. La moindre des choses que je puisse faire, c'est de ne pas gâcher cette opportunité en me précipitant dans des complications émotionnelles dont ni vous ni moi ne savons encore comment les gérer. Les mois qui suivirent furent marqués par une transformation progressive mais profonde de leur existence à tous deux. Claire se révéla être une gouvernante exceptionnelle, gérant la maison avec une efficacité remarquable, introduisant des améliorations subtiles qui rendèrent la vie quotidienne plus agréable, plus harmonieuse. Elle supervisait avec autorité mais sans dureté le travail des employés temporaires engagés pour les grandes occasions, organisait les déplacements de Monsieur Lavallière avec une précision militaire, veillait à ce que tout fonctionne avec la régularité d'une horloge bien huilée. Mais au-delà de ses compétences professionnelles, c'était sa présence même qui transformait l'atmosphère de la maison. Les fleurs fraîches qu'elle disposait chaque semaine dans les vases n'étaient plus simplement décoratives, elles apportaient une touche de vie, de couleur, de chaleur qui n'avait jamais existé auparavant. Les repas qu'elle préparait ou qu'elle supervisait n'étaient plus de simples fonctions nutritives, mais devenaient des moments de plaisir, où elle avait appris à connaître les goûts de Monsieur Lavallière et à les satisfaire avec une créativité qui le surprenait constamment. Et surtout, les conversations qu'il partageait, presque chaque soir, après que les tâches de la journée étaient accomplies,
transformait cette grande maison autrefois si vide en un lieu où il faisait bon rentrer, où l'attendait non pas le silence oppressant de la solitude, mais la promesse d'un échange stimulant, d'un partage authentique. Claire, de son côté, s'épanouissait d'une manière visible pour quiconque l'aurait connue auparavant. Elle avait commencé ses cours à la Sorbonne avec un enthousiasme qu'elle ne cherchait pas à dissimuler, se plongeant dans l'étude de la littérature française avec une passion qui faisait plaisir à voir. Elle rentrait de ses cours les yeux brillants, débordante d'idées, et elle partageait avec Monsieur Lavallière tout ce qu'elle apprenait, toutes ses nouvelles perspectives sur les œuvres qu'elle aimait, toutes ces discussions passionnées qu'elle avait avec ses professeurs et ses camarades de classe. Et lentement, imperceptiblement, la relation entre Monsieur Lavallière et Claire évoluait. Ce n'était plus celle d'un employeur et de son employé, même si formellement elle demeurait ainsi. Ce n'était pas non plus encore une relation amoureuse, bien que tous deux sentissent croître entre eux une attirance qui dépassait la simple amitié. C'était quelque chose d'unique, de précieux, une forme de compagnonnage profond où chacun trouvait en l'autre non pas un sauveur ou une solution à ses problèmes, mais un miroir qui lui permettait de se redécouvrir, de se réinventer, de devenir une meilleure version de lui-même. Un soir, 6 mois après que Claire avait officiellement pris ses fonctions de gouvernante, ils étaient assis dans le salon, chacun plongé dans sa lecture, dans cette intimité confortable qui s'était établie entre eux et qui ne nécessitait plus de mots constants pour exister. Le feu crépitait dans la cheminée, jetant des ombres dansantes sur les murs, et dehors, la neige commençait à tomber, recouvrant Paris d'un manteau blanc. Claire leva soudain les yeux de son livre et regarda Monsieur Lavallière avec une expression étrange, mêlée de tendresse et de gratitude, et aussi de quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas encore nommer. « Édouard », dit-elle, et c'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, ce franchissement d'une barrière invisible qu'ils avaient maintenue jusqu'alors. Il leva les yeux vers elle, surpris mais pas déplaisamment, attendant ce qu'elle allait dire. « Je voulais vous dire merci. Merci d'avoir vu ce soir-là. Non pas simplement une servante humiliée, mais une personne qui méritait mieux. Merci d'avoir eu le courage de remettre en question votre propre vie, vos propres certitudes, pour me donner cette chance. Merci d'avoir transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Et merci surtout d'être devenue la personne que vous êtes aujourd'hui, celle qui m'attend chaque soir avec un sourire, celle qui s'intéresse véritablement à ce que je pense et ce que je ressens, celle avec qui je peux être simplement moi-même. » Édouard posa son propre livre, profondément ému par ces paroles, et il répondit d'une voix légèrement tremblante. « C'est moi qui devrais vous remercier, Claire. Vous m'avez sauvé d'une existence qui n'en était pas vraiment une. Vous m'avez montré qu'il était possible de vivre autrement, de ressentir de nouveau, de se soucier de quelqu'un d'autre que soi-même. Cette maison n'est plus une prison dorée depuis que vous y vivez. Elle est devenue un foyer, un endroit où je suis heureux de revenir chaque soir, non pas pour fuir le monde mais pour retrouver quelqu'un qui compte vraiment pour moi. » Ils se regardèrent longtemps en silence, et dans ce regard passa tout ce qu'ils ne s'étaient pas encore dit, tout ce qu'ils n'osaient pas encore exprimer, mais qui existait néanmoins, vibrant et tangible dans l'air entre eux. Et tandis que la neige continuait de tomber dehors, recouvrant le monde d'un voile blanc et pur, ils comprirent tous deux que leur histoire ne faisait que commencer, que ce qui s'était amorcé ce soir d'octobre, où Édouard avait vu Claire humiliée par un homme qui avait offert 8 misérables euros, ce soir qui avait changé le cours de leurs 2 existences, n'était que le prologue d'une transformation bien plus profonde, celle de 2 âmes solitaires qui avaient trouvé l'une dans l'autre, non pas une solution facile à leurs problèmes, mais la possibilité d'une vie véritablement vécue, véritablement ressentie, véritablement partagée.